Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Merci de la confiance renouvelée à Espace TV et bienvenue au 13h, les principaux titres du journal. La rectification institutionnelle, la refondation de l'État, l'emploi des jeunes sont entre autres axes au centre d'un atelier de validation du programme de référence intérimaire 2022-2025 à Kindia. L'initiative est du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Et puis à Massanta, sur les restes de l'usine de thé, autrefois pourvoyeuse d'emploi, cette infrastructure peine aujourd'hui à se relever et l'appel des riverains que vous suivez, que vous allez suivre dans ce journal avec André Mossier-Milimono. Et bienvenue à tous dans la capitale des agrumes. Les travaux de l'atelier de validation du programme de référence intérimaire 2022-2025 ont démarré ce mercredi. L'initiative est du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Et le document comporte 5 grands axes, dont entre autres la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, l'emploi des jeunes, entre autres. Le reportage, c'est avec Aboubakar Kevin Assila. Ce programme a pour objectif de décliner de manière opérationnelle la feuille de route du gouvernement en action cohérente dans les différents secteurs, disposer d'un référentiel unique pour l'allocation des ressources budgétaires, définir un cadre de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des actions. Après un an de transition, nous allons avoir maintenant un document formel, un cadre unique de référence pour le gouvernement et les partenaires. L'avant-projet du programme de référence intérimaire présentant son cadre stratégique a été validé par le Conseil des ministres en sa session du 2 juin 2022. Il comprend un état des lieux, une analyse diagnostique, une théorie du changement, une description des modalités de mise en œuvre. La rectification institutionnelle, la refondation de l'État, l'emploi des jeunes, les infrastructures et la stabilité macroéconomique. L'initiative est du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan qui s'est engagé dans l'élaboration du programme de référence intérimaire de la transition sur la période 2022-2025. L'objectif aujourd'hui est d'aller à la validation de cet important document qui est le programme de référence intérimaire 2022-2025. Des cadres de l'administration publique, des représentants de la société civile et du secteur privé, ainsi que des experts du système des Nations Unies, prennent tous part à cette rencontre de 3 jours. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce document qui fédère tous les projets identifiés que vous avez dû constater pendant l'immersion gouvernementale, auxquels Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est engagé à soulager les populations. De façon spécifique, il s'agit de procéder à la rélecture de la version actuelle du document, apporter des amendements résiduels susceptibles d'améliorer sa qualité tant sur le fond que sur la forme. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a fait le diagnostic des droits de l'homme en Guinée et dans le rapport publié le 25 août dernier, elle a exprimé sa préoccupation de la situation et qu'elle juge inquiétante en Guinée. Quel avenir pour les droits de l'homme en Guinée? La question se pose. Notre reporter Antoinette Dédé Onivogui a tendu son micro à un connaisseur des droits humains. Suivez. Mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ou encore l'instrumentalisation de la justice, voilà les arguments des forces spéciales guinéennes pour justifier leur putsch et le renversement d'Alpha Condé. Pour aussi, disent-elles, cesser le piétinement des droits citoyens. Sur ce point, force est de constater que le bilan de la junte est loin d'être reluisant selon le communiqué dressé par la Commission africaine des droits humains et des peuples. Les informations reçues révèlent que non seulement les manifestations de l'opposition politique et de la société civile sont de plus en plus réprimées, mais qu'elles sont également le théâtre d'un usage excessif de la force par les forces de sécurité qui se traduit par une multitude d'arrestations, des blessés et plusieurs décès. Des nouvelles encore plus récentes indiquent que le gouvernement a décidé de dissoudre le Front national pour la défense de la Constitution, un mouvement citoyen qui a été créé en avril 2019. Depuis son arrivée au pouvoir, le MDT et les ONG guinéens déplorent la multiplication des violations des droits humains par le CNRD. Une situation qui s'est encore dégradée avec le contenu de ce rapport caustique, selon Maître Frédéric Loa. Nous sommes au regret de constater que la Guinée fait face à de grands défis en termes de respect
et de promotion des droits de l'homme, nous assistons à de graves violations des droits de l'homme dans ce pays depuis ces derniers mois, alors qu'il était important pour la Guinée d'éviter pareille situation, eu égard un peu au passé de ce pays en termes d'héritage de violation des droits de l'homme. Étant porteur d'espoir à son arrivée le 5 septembre, les paroles du colonel sur le respect des droits humains sont belles, mais les défenseurs des droits de l'homme restent tout de même prudents. Au-delà d'être prudents, nous sommes inquiets au regard de l'évolution un peu de la situation des droits de l'homme sur le terrain. Vous vous rappelez qu'on dénombre déjà 6 morts. Il y a des cas d'arrestation, il y a des cas de dissolution d'associations pro-démocratie, il y a des cas d'intimidation. Et tout cela nous amène à être inquiets et nous amène encore davantage à interpeller les autorités. Face à ces actes de violation des droits garantis par la Charte africaine, la Commission africaine demande aux autorités guinéennes de prendre des mesures, notamment celle de garantir la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, le droit à la vie et l'intégrité physique de tous sur son territoire. Autre fait dans ce journal, la Maison des associations et ONG de Guinée suit de près l'évolution de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya après un an de gestion de la junte militaire au pouvoir. Et ces acteurs de la société civile dressent des acquis et des défis aussi pour éclairer la lanterne de la population. Cette démarche présentée pour elle comme un acte de patriotisme pour la réussite de la transition en cours. Avec ces acteurs de la société civile, c'est l'intérêt général de la Guinée qui est d'abord mis en avant. Il y a un an, depuis le 5 septembre 2021, que le CNRD prenait les destinées de la Guinée suite à un coup d'État. Du renversement d'Alpha Condé à nos jours, quels sont les actes qui sont posés dans le cadre de la refondation? Le bilan est le jeu selon ces activistes. Sur le plan institutionnel, nous avons constaté la dissolution de toutes les institutions républicaines, la mise en place des organes de la transition, le CNRD, le CNT, le gouvernement, la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, la mise en place de la commission Vérité et Pardon, l'acceptation de la médiation de la CEDEAO. La volonté exprimée des nouvelles autorités à promouvoir le vivre ensemble est un point qui n'échappe pas à ces acteurs de la société civile. Ils félicitent la libération des détenus politiques, le retour des exilés du régime de défunt, la promotion des jeunes à des postes de responsabilité non les moindres. La Maison des associations, dans son rôle d'observateur, relève cependant quelques insuffisances constatées pendant cette transition. La non-déclaration des biens des membres du CNRD et du gouvernement. L'utilisation injustifiée de la vente des véhicules mis aux enchères par les membres du CNRD. La restriction des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté de manifestation. Détention prolongée de plusieurs acteurs sociopolitiques sans procès. Ces observateurs de la société civile déplorent l'absence d'un véritable cadre de dialogue devant conduire à un chronogramme consensuel de la transition. Il en est de même de la mauvaise organisation des assises nationales. Les opérations d'orientation des bacheliers ont débuté ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Et cette année, ce sont 10 000 nouveaux étudiants qui sont concernés par cette activité. À Conakry, c'est l'ISEC de Lambagny qui est le centre d'appel et ce centre prend en charge les préoccupations des bacheliers et sert de relais pour les 7 centres supports installés à l'intérieur du pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur s'est rendu dans cet établissement pour s'enquérir des réalités sur le terrain. Alceni Bari Yacouba Traoré. Ce sont environ 10 000 bacheliers admis en 2020, 2021 et 2022 qui sont concernés par cette orientation qui va s'étendre du 7 au 17 septembre 2022. Pour pallier à tout problème de ces étudiants liés à leur inscription sur la plateforme Gopol, 8 centres ont été installés dans le pays, dont un à Conakry. Ici, c'est l'ISEG, le centre d'appel et le relais des 7 autres centres de l'intérieur du pays.
Ces centres servent à prendre les préoccupations des usagers de la plateforme, parce que les bacheliers parfois peinent à s'inscrire, parfois peinent à avoir certaines informations. Donc ils appellent au niveau de ce centre pour que le centre puisse un peu les guider, pour leur faciliter un peu l'utilisation de la plateforme. Plusieurs numéros sont disponibles pour remonter le maximum possible des informations pour limiter les déplacements des étudiants, précise Dr Fassine Conté. Il rassure également l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour satisfaire les concernés. Sous le leadership de son Excellence Madame la Ministre, nous avons en fait fourni assez d'efforts pour en fait diminuer un peu ces anomalies. Les universités guinéennes, notamment publiques, sont en train de changer de visage et nous ne ménagerons aucun effort pour en fait continuer dans ce sens. Donc ils viendront dans ces universités trouver un cadre propice à leur épanouissement. Cocher sur tous les 15 choix dans la colonne est obligatoire pour être orienté. L'orientation sur les premiers choix est conditionnée par la bonne note de l'étudiant admis. Il est à préciser également que la plateforme Goupol est conçue avec toutes les garanties afin d'éviter d'enrôler des étudiants fictifs. À l'arrêt depuis plus de 20 ans, l'usine de thé de Massanta était un maillon fort de l'économie de cette préfecture. Aujourd'hui, l'ombre d'elle-même, elle employait pourtant des centaines de jeunes de la région forestière. Au fil des ans, plusieurs tentatives pour la relance sont restées vaines. Les autorités locales et les populations de Massanta souhaitent la reprise de cette unité industrielle afin de lutter contre le chômage des jeunes. Notre reporter André Mossier-Milimono et Alouba ont visité l'usine. Suivez le reportage depuis Massanta. Elle est située à 9 km de la commune urbaine de Massanta. De loin, nous apercevons un vieux bâtiment abandonné. Il y a une vingtaine d'années, l'usine de thé de Massanta, qui employait plusieurs jeunes de la localité, était le socle de l'économie de cette préfecture. Les raisons de son arrêt sont d'ordre économique et administratif. Les preneurs, les entrepreneurs qui prenaient ici, il n'y avait plus de financement, c'est ce qui a été à la base de l'arrêt de cette usine-là. À la première année de son arrêt, des inconnus seraient venus vider l'usine de son contenu et plusieurs machines de qualité ont été emportées. Depuis lors, les lieux sont restés abandonnés, malgré les multiples démarches auprès des autorités pour la relance des activités. Les machines qui étaient là, ça a été dépouillé de tout. Les parties essentielles ont été enlevées. En plus, il y a un feu de brousse qui est venu encore, comme il n'y avait pas d'entretien dans la cour, le feu de brousse est venu brûler le bloc administratif, ça a brûlé beaucoup de magasins ici, comme vous l'avez constaté. Donc, c'est ce qui a été là pendant l'arrêt de l'usine. La société de production et de commercialisation du thé de Massanta a tout mis en œuvre pour que vraiment cette usine-là soit reprise. Ce vieil homme a été l'un des premiers employés de l'usine. Il se rappelle encore les meilleurs moments passés ici en tant que travailleur. J'ai bougé Conakry le 23 avril 1984 pour Massanta, l'usine de thé. Je suis rentré ici. Le lendemain, j'ai commencé à travailler à la plantation. J'ai fait 3 mois à la plantation à un texte de 15 personnes. J'étais le premier. On m'a fait comme ouvrier à raffinage fabrique primaire. Pendant ce temps-là, comment l'usine était? Pendant ce temps-là, l'usine était dans les meilleures conditions. Il y avait 350 travailleurs, ouvriers comme manœuvre. Le manœuvre était payé à 15 000 francs par mois. Mais les 15 000 francs par mois, le sac de riz était à 10 000. À 9 000. Les manœuvres commençaient à 6 h du matin jusqu'au moment qu'ils vont finir. Des fois, les chefs d'équipe leur donnaient des parcelles de 4 lignes, 5 lignes. Une affaire de détournement de fonds serait, selon lui, la source de l'arrêt de l'usine. À l'époque, l'administration de l'usine ne pouvait plus payer les travailleurs. C'est tenant compte de la part de notre directeur, il a fait un détournement à Mohamed Kanyassi de Suisse, qui était avec lui. Thérèse est morte.
L'autre là s'est retiré, Mohamed Touré s'est retiré. Et Mohamed Kanyassi s'est accroché à l'Aïe Camara après. Il a trahi, lui il a laissé l'usine, il a abandonné l'usine. On a fait maintenant plus de 3 mois sans payer l'usine, on s'est révolté. Le contrôle du travail du nom de Eli Fassa Wamouno est venu. Il a fait l'intervention, on nous a payé en thé. On nous a donné du thé. D'autres avaient 3 cartons, d'autres avaient 2 cartons. Sûrement que l'usine a été fermée. Depuis l'arrêt de l'usine, il a décidé de rester ici, espérant un jour que l'unité sera relancée afin qu'il puisse reprendre son travail, malgré le poids de l'âge. Je suis là, c'est là que je me suis marié, père de 7 enfants, 5 vivants. Ma femme est morte en 2011. Donc je suis habitué maintenant ici, c'est pourquoi je suis resté ici. Et si l'usine reprend, est-ce que vous aurez la force nécessaire pour travailler? Je vais pardonner au chef de me donner la place parce que j'en ai trop fait ici maintenant. Il faut me donner la place auquel que je peux faire le travail. Les autorités guinéennes, à travers l'envoi d'un expert étranger, tentent de relancer l'usine. Ce Sri Lankais et son équipe ont déjà réalisé plusieurs études sur le terrain. L'usine renaît peu à peu de ses cendres. Il n'y avait même pas de passage pour entrer ici dans cette usine, dans la cour. Même les bétons que vous voyez ici, tout était couvert de débris végétaux. Donc quand on était venu pour la première fois, toute la cour de l'usine était en forêt dense. Comme vous avez fait le constat, c'est nous qui avons nettoyé tout. On a entretenu ici. Le spécialiste santé, M. Opul Janaka, qui est venu du Sri Lanka, il est venu. On a fait à peu près 1 année de travail ici avec lui. À proximité de l'usine, plus de 200 hectares de thé sont plantés ici pour faire fonctionner à nouveau l'unité industrielle. Dans cette plantation, des dizaines d'ouvriers travaillent à temps plein. Nous plantons ça au moment de l'hivernage. Après l'hivernage, qu'on va arrêter parce que après l'hivernage, on ne peut pas planter maintenant. Si on plante, ça ne peut pas réussir. Bon, ce que le thé n'aime pas, bon, c'est le soleil d'abord. Parce que quand on plante au mois de soleil, au mois de saison cesse, le soleil gâte. On a eu des plants même, qu'on a perdu beaucoup de plants avec des faits de soleil. Une lueur d'espoir pour des centaines de jeunes de la localité. La relance de l'usine de thé de Massanta pourrait créer plusieurs emplois dans la région forestière et lutter contre l'exode rural et l'immigration clandestine. Ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Elle a été réalisée par Ali Badara Kamara. Bonne journée à vous.